Les Spartiates. Peu de forces militaires de l'Antiquité restent synonymes de guerriers parfaits plus de 2500 ans plus tard. Sparte en fait partie. Les Spartiates étaient des soldats citoyens de la police grecque de Sparte. Leur formation commençait dès l'âge de 7 ans avec l'agogé, un système impitoyable fondé sur la privation de nourriture, le combat constant et la survie extrême. Seuls ceux qui résistaient atteignaient l'âge de 20 ans et devenaient hoplites. Jusqu'à 30 ans, ils vivaient dans des casernes, s'entraînant sans relâche, tandis que leurs épouses administraient les propriétés familiales. Pour eux, la guerre n'était pas une étape de la vie, elle était leur vie entière. Pendant près de 2 siècles, ils dominèrent la Grèce grâce à une discipline tactique absolue. Aux Thermopyles, en 440 avant Jésus-Christ, 300 Spartiates, accompagnés de 700 alliés, résistèrent pendant 3 jours à une armée perse d'environ 150 000 hommes, infligeant près de 20 000 pertes avant d'être vaincus. Un ratio de pertes de 1 contre 95, pratiquement impossible dans la guerre antique. Leurs phalanges étaient presque invulnérables, boucliers imbriqués, lances de plus de 2 mètres et obéissance totale. Reculer n'était pas une option. Mais leur plus grande faiblesse fut démographique. Seuls les fils de citoyens à part entière pouvaient devenir spartiates. Après Leuctre, en 371 avant Jésus-Christ, où 400 guerriers d'élite périrent, Sparte ne parvint jamais à se relever. En un siècle, sa population militaire passa d'environ 8000 hommes à moins de 1000. Une eugénèse extrême et une exclusivité rigide détruisirent la société qu'ils avaient eux-mêmes façonnée. Sparte prouva qu'un entraînement extrême peut créer des soldats redoutables, mais une civilisation fondée uniquement sur la guerre finit par manquer de guerriers. Les chevaliers templiers. Des moines armés qui protégeaient les pèlerins créèrent un système bancaire primitif et finirent exécutés pour hérésie. Les Templiers furent fondés en 1119 pour sécuriser les routes vers la Terre Sainte. Ils faisaient vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et portaient des manteaux blancs ornés de croix rouges. Leur ordre était organisé en chevaliers nobles, sergents et chapelains. Ils construisirent des forteresses en Europe et au Moyen-Orient et, à leur apogée, comptèrent plus de 20 000 membres et contrôlèrent plus de 870 châteaux. Ils furent l'élite militaire des croisades. À Montgisard, en 1177, à peine 500 Templiers, accompagnés de 3000 croisés, vainquirent une armée de 26 000 hommes dirigée par Saladin. Leur code leur interdisait de se rendre, d'accepter des rançons ou de se retirer sans ordre direct. Ils révolutionnèrent aussi la finance médiévale. Les pèlerins déposaient leur argent en Europe et recevaient des lettres de crédit qu'ils pouvaient encaisser à Jérusalem. Ce système fit des Templiers les banquiers les plus puissants du continent. Ce pouvoir scella leur destin. En 1307, le roi Philippe IV de France, lourdement endetté, ordonna leur arrestation massive. Accusés d'hérésie et d'autres crimes, beaucoup furent torturés. Le grand maître Jacques de Molay fut brûlé en 1314 après avoir maudit le pape et le roi. Tous deux moururent quelques mois plus tard. L'ordre fut officiellement dissous en 1312 et sa fortune disparut. Les légendes de trésors cachés survivent encore aujourd'hui. Les immortels perses. La seule unité militaire de l'histoire à avoir toujours compté exactement 10 000 hommes. Les immortels étaient la garde d'élite de l'empire perse achéménide. Leur nom n'était pas symbolique. Lorsqu'un soldat mourait ou était incapable de combattre, un autre prenait immédiatement sa place. Le nombre ne changeait jamais. Ils utilisaient des armures d'écaille, des boucliers en osier recouverts de cuir, des lances courtes et des arcs composites. Ils portaient des vêtements colorés ornés d'or et étaient recrutés dans toutes les provinces de l'Empire selon leur mérite. Ils conquirent le plus grand empire que le monde antique ait jamais connu. De l'Inde à la Grèce, de l'Égypte à l'Asie centrale. Ils marchaient accompagnés de serviteurs, de luxe et même de harems personnels. À la bataille des Thermopyles, ils furent l'avant-garde perse et ceux qui contournèrent les Spartiates après 3 jours de combat. Ils vainquirent les Babyloniens, Lydiens, Égyptiens et Grecs ioniens et protégeaient directement le roi des rois. Mais ils avaient une faiblesse fatale, leur équipement. Leurs boucliers ne résistaient pas aux lances grecques.
Leur armure était inférieure au bronze massif et leurs lances étaient trop courtes. À la bataille de Platès, les Hoplites les massacrèrent. Plus tard, Alexandre le Grand les anéantit à Issos et à Gaougamel. Le nombre et le moral ne triomphent pas d'une technologie supérieure. Le mythe ne remplace pas l'acier. Francs-tireurs finlandais, des citoyens devenus un cauchemar. Pendant la guerre d'hiver, la Finlande affronta l'Union soviétique avec des fusils basiques, des skis, des tenues de camouflage blanches et une connaissance absolue des forêts. Ils combattaient à moins 40 degrés. La Finlande comptait 300 000 soldats. L'Union soviétique envahit le pays avec plus d'1 million d'hommes. Malgré cela, les Finlandais infligèrent 5 à 7 pertes pour chaque homme perdu, un ratio presque impossible dans une guerre conventionnelle. Le plus meurtrier fut Simo Aiha, la mort blanche, 505 ennemis confirmés en seulement 100 jours, en utilisant des mires métalliques. Les Soviétiques les appelaient les fantômes blancs. L'armée rouge perdit environ 700 000 hommes, la Finlande 70 000. À la fin, la pression fut trop forte. Sans munitions ni alliés, la Finlande céda 11% de son territoire, mais conserva son indépendance, devenant la seule nation envahie par Staline à être restée libre. Les samouraïs, les seuls guerriers à avoir gouverné un pays pendant 700 ans et qui acceptaient la mort plutôt que le déshonneur. Les samouraïs suivaient le Bushido, loyauté absolue, discipline extrême et une mort honorable au-dessus de la vie. Ils s'entraînaient dès l'enfance à l'épée, à l'arc, à la lance et au combat à main nue. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient aussi poètes, bureaucrates et maîtres de la cérémonie du thé. Lors de la bataille de Sekigahara, 160 000 samouraïs s'affrontèrent pour le contrôle du Japon. Tokugawa Ieyasu l'emporta et fonda un shogunat qui dura 268 ans. Ils repoussèrent les invasions mongoles de 1274 et 1281, lorsque des typhons détruisirent les flottes ennemies, donnant naissance au mythe du kamikaze. Des escrimeurs comme Miyamoto Musashi survécurent à des dizaines de duels mortels. Mais ils ne furent pas détruits par la guerre, ils le furent par la modernité. Pendant la restauration Meiji, le Japon abolit la classe des samouraïs, interdit le port du sabre et créa une armée moderne. Leur dernier acte fut la rébellion de Satsuma. Des paysans armés de fusils vainquirent des guerriers armés de katanas. 40 000 samouraïs moururent. Leur chef, Saigo Takamori, commit le seppuku. Une culture guerrière de 1000 ans s'acheva en une seule décennie. C'est la fin de ce mythe. Quelles armées manquaient dans la vidéo? Dis-le dans les commentaires. À la prochaine.